va aborder la gestion humaine de la crise du Covid, toutes les réponses juridiques et des ressources humaines avec Diane Mallet et le village du Languedoc. Je vous propose, avant que Patrick Brosselet du village Languedoc présente Diane, de vous rappeler en 2 secondes le déroulement du webinaire et ses règles. Tout d'abord, on va commencer par un exposé d'informations, un échange d'informations de la part de Diane pendant une vingtaine de minutes, qui laissera ensuite place à un échange de questions et réponses. Je vous invite donc tous à partager vos questions et réponses dans l'onglet Q&R qui est en bas de votre écran et réserver l'onglet Converser à tout ce qui va être commentaires, rebondissements ou partage de bons plans. Suite au webinaire, je vais vous partager la présentation de Diane ainsi qu'un lien sur lequel vous pourrez vous inscrire pour vous mettre en relation avec Diane. Par ailleurs, on vous enverra également le replay de ce webinaire. Voilà, je laisse maintenant la parole à Patrick Brosselet du village Languedoc pour présenter Diane. Merci Edwige, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire du Réseau des villages. Merci au village de Paris pour l'organisation de ces séquences. Alors aujourd'hui, on a souhaité vous apporter un éclairage sur tout le volet social, droit du travail, parce que vous savez que c'est un des impacts importants de cette crise et puis c'est un élément qu'il faut être capable de gérer pour vous, dirigeants de start-up aujourd'hui. Alors, on a sollicité l'un des partenaires du village Languedoc, ici à Montpellier, le cabinet PVB Avocat, cabinet qui est aussi très introduit dans l'écosystème de l'innovation sur Montpellier. Et vraiment un grand merci à eux parce que tout de suite, ils nous ont dit oui, volontiers, on y va avec vous. Et aujourd'hui, on a la chance donc d'avoir Diane Mallet avec nous, qui est avocate associée donc, chez PVB et qui est spécialiste du droit du travail. Voilà, donc je passe la parole à Diane. Diane, encore 1000 fois merci de nous accorder ce temps. Et puis, je guette les questions-réponses. On se retrouve pour la séquence juste après. Diane, à toi. Merci. Merci beaucoup Patrick. Donc effectivement, bienvenue à tous pour aborder ensemble la question de la gestion RH de cette crise sanitaire, crise à laquelle vous faites tous face, je l'imagine, depuis chez vous, derrière vos ordinateurs, car je sais que l'activité des startups et du système, de l'écosystème de l'innovation a su rebondir assez rapidement sur le télétravail, qui est déjà un aménagement que vous pratiquiez assez largement. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter rapidement, je vais vous diffuser une petite présentation donc, qui vous sera communiquée par la suite, c'est de vous présenter assez rapidement d'abord la philosophie des pouvoirs publics, parce qu'on entend quand même beaucoup de choses contradictoires et à mon sens, il est important déjà de savoir dans quel sens on nous mène, parce que ça va vous donner les clés pour comprendre les textes qui sortent. Et puis ensuite, on passera en revue les différentes modalités, les différents outils RH et juridiques que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir manipuler pour faire face à cette crise avec vos effectifs, vos salariés. Alors, je vais vous partager donc le support que je vous ai présenté pour aujourd'hui. N'ayez pas trop peur, il est volumineux, mais il y a des slides que j'ai surtout mis à votre attention quand vous consulterez ce document par la suite. Le but ne sera pas forcément de les commenter ni de vous les présenter en direct pendant l'intervention, pendant le webinaire. Donc, comme je vous le disais, à mon sens, la première des questions qu'il faut se poser ici pour bien comprendre ce qui se passe et ce que vous pouvez faire, c'est de comprendre quelle est la philosophie des pouvoirs publics. Et on a une position du gouvernement qui est prise un peu entre le fer et l'enclume, où on doit faire face à deux difficultés a priori contradictoires. La première exigence, la première urgence du gouvernement, c'est d'abord de limiter la propagation du virus. La deuxième, c'est de maintenir un certain niveau de l'activité économique pour essayer de ne pas avoir à payer trop les pots cassés lorsqu'on va sortir de cette crise et qu'on va sortir du confinement. S'agissant de la limitation de la propagation du virus, l'objectif du gouvernement, ça a été en premier lieu de mettre en place la mesure de confinement, de décider de la fermeture des écoles et des lieux qui accueillent des jeunes enfants, et aussi de fermer un certain nombre de lieux qui assurent l'accueil du public. Donc, on a 2 décrets qui sont sortis et qui ont défini une liste de lieux qui doivent maintenant fermer leurs portes avec des activités qui, par dérogation, sont toujours autorisées à fonctionner. En face de cet intérêt-là, de cet impératif-là, on a donc un objectif qui vise à maintenir l'activité économique à un niveau minimal pour être sûr, encore une fois, qu'on ne se retrouve pas dans une récession trop importante au sortir de la crise. Et c'est pour ça que les déplacements professionnels sont autorisés avec des attestations
que les salariés doivent fournir en cas de contrôle. C'est aussi pour ça que le gouvernement autorise les entreprises à poursuivre leur activité et en recourant si possible au télétravail. Si le télétravail n'est pas possible, parce qu'il y a évidemment des postes qui ne sont pas éligibles au télétravail, eh bien en assurant un certain nombre de règles, de procédures, les fameux gestes barrières, les distances de sécurité dont on va parler. Donc, l'idée selon laquelle, c'est un peu ce que tout le monde s'est dit le 16 et le 17 mars, tout le monde devait baisser le rideau, plus personne ne devait fonctionner et il fallait tous tirer chez soi. Elle a couru pendant 48 heures et puis très vite, on a vu les annonces du Premier ministre et des différents ministres qui sont intervenus pour dire mais si vous devez travailler, vous devez faire fonctionner vos entreprises et on a presque un mot d'ordre des pouvoirs publics nous disant que finalement, aujourd'hui, faire fonctionner son entreprise, c'est presque un devoir civique pour assurer un certain niveau de l'activité économique. Donc, ce que je vous propose, c'est de garder cette idée-là, de garder ce fil conducteur, à savoir qu'en premier lieu, vous devez vous organiser pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir continuer à produire un certain niveau d'activité. Et ce n'est que si cette poursuite de l'activité n'est pas possible que vous pourrez recourir aux outils que sont par exemple l'activité partielle, mais également, on verra, les autres outils de gestion des absences des salariés. Donc, je vous propose de commencer par voir effectivement quelles sont les dispositions que le gouvernement a prévues pour maintenir le niveau de l'activité. Donc, le ministère du Travail, comme je vous le disais, préconise la poursuite de l'activité, d'abord en télétravail, quand il est possible, et sinon en respectant les gestes barrières et les distances de sécurité entre les différents salariés. S'agissant du télétravail, on nous dit qu'effectivement, ça devient la norme de l'aménagement des conditions de travail pour toutes les entreprises lorsque le poste de travail le permette. En principe, le télétravail, il est mis en place de manière bilatérale par un accord entre l'employeur et le salarié. Néanmoins, on a une disposition du Code du travail qu'on a ressortie dernièrement et qui nous dit que lorsqu'on est en situation de risque épidémique, l'employeur peut mobiliser le télétravail de manière unilatérale. Ça veut dire que toutes les entreprises de France, dans le cadre de cette crise Covid-19, sont autorisées à imposer le télétravail à leurs salariés sans avoir besoin de recueillir leur accord. J'ouvre une petite parenthèse sur les droits du salarié en matière notamment d'indemnisation et de rémunération. Vous savez qu'un salarié en télétravail, il peut bénéficier de deux types d'indemnités. La première, ce sont des indemnités au titre de ses frais professionnels, à savoir si ma facture d'électricité, de téléphonie augmente parce que je suis en télétravail, l'employeur doit prendre en charge cet excédent. A priori, ça devient complètement théorique aujourd'hui avec notamment les forfaits téléphonie ou Internet illimités, donc il ne devrait pas y avoir d'incidence financière pour les salariés, mais sait-on jamais, vous pourriez être confronté à une demande en ce sens. La deuxième poste de frais professionnels, par contre, là, vous pourrez rencontrer un peu plus fréquemment, ce sont des éventuels consommables. J'ai vidé mes cartouches d'encre, j'utilise du papier ou que sais-je encore. Tous ces frais-là doivent être pris en charge par l'entreprise, quand bien même ces frais ne seraient pas trop élevés. Ça fait partie de vos obligations de les prendre en charge. Deuxième poste d'indemnité auquel le salarié peut prétendre en matière de télétravail, c'est ce qu'on appelle l'indemnité d'occupation. À mon sens, elle n'est pas due dans cette période de crise sanitaire puisque, par principe, si on a mis les salariés au télétravail pendant la crise, c'est qu'ils sont autorisés à avoir un bureau individuel quand on n'est pas en période de crise. Et l'indemnité d'occupation, elle a justement pour fonction d'indemniser un salarié du fait qu'une partie de son activité, que son activité professionnelle est hébergée à son domicile et qu'il n'a pas de bureau individuel dans les locaux de l'entreprise. Donc, a priori ici, pas d'indemnité d'occupation. D'une manière générale, on va y aller assez soft à mon avis sur tout le régime du télétravail qui est quand même particulièrement encadré et qui suppose de prévoir un certain nombre de dispositions lorsqu'il est mis en œuvre de manière régulière et pérenne dans une entreprise. J'ai tendance à penser, alors c'est assez inédit pour moi de tenir ce genre de propos en qualité d'avocat en droit social. On va y aller léger sur le formalisme en ce moment. On va faire face aux obligations minimales. Mais je pense que là-dessus, vous pouvez, encore une fois, ne pas trop vous mettre de pression sur la rédaction d'avenants, la rédaction de chartes, la signature d'accords d'entreprise. Faites votre télétravail de manière assez souple et il y a quand même une zone de vigilance, comme toujours, sur les modalités de décompte du télétravail qui reste l'enjeu. Quand on n'a pas le salarié sous la main, c'est difficile de savoir s'il travaille 3 heures, 8 heures ou 15 heures par jour, surtout s'il a la gestion de ses enfants à côté. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le télétravail n'est pas possible? Eh bien, l'employeur
doit ici mettre en place l'ensemble des gestes et des mesures de précaution que les gouvernements ont maintenant largement rappelées. Donc, je vous ai mis là 4 slides que je ne vais pas commenter. Je vais juste vous inviter à les regarder quand vous aurez fini cette séance-là. Ce sont les mesures de sécurité que l'employeur doit adopter pour faire face à la propagation du virus Covid-19. C'est un document qui a été édicté par la Direction générale du travail et qui rappelle les obligations de l'entreprise, les gestes barrières qui doivent être mis en place, la procédure de nettoyage des locaux et des sols. Donc, on va vous apprendre à passer la serpillière pour éviter la propagation du virus et pour bien désinfecter les sols. Et puis, enfin, on vous rappelle les gestes barrières que maintenant, on commence quand même à assez bien connaître. Ce que vous devez savoir dans le cadre, ce que vous devez retenir dans le cadre de ce maintien de l'activité donc en présentiel, sur site, c'est que vous êtes titulaire d'une obligation de sécurité de résultat. Ça, ce n'est pas nouveau. C'est vrai 365 jours par an en situation de crise comme en dehors de toute situation de crise. Donc, vous êtes garant de la santé et de la sécurité de vos salariés et il est donc de votre responsabilité de faire en sorte que ces gestes pour éviter la propagation du virus soient parfaitement appliqués chez vous et soient appliqués par vos salariés. Autrement dit, s'il s'avérait qu'un employeur continue à faire travailler ses salariés sans permettre la distance de sécurité de 1 mètre, sans permettre aux salariés d'avoir accès à des mouchoirs à usage jetable, sans leur permettre de se laver les mains, on ne parle pas forcément de gel hydroalcoolique quand on sait qu'on peut être en pénurie en ce moment, mais ne serait-ce qu'un point d'eau et du savon, la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée à ce titre-là. Ça ne veut pas dire qu'un employeur pourra se voir reprocher par un salarié d'avoir été infecté. Aujourd'hui, on a quand même de grandes difficultés pour savoir où le virus circule. De fait, il circule partout. Donc, ce n'est pas parce qu'un de vos salariés tomberait malade qu'on pourrait nécessairement faire un lien avec l'entreprise et venir reprocher un manquement à l'obligation de sécurité. En tout cas, on entend beaucoup parler d'entreprises. Moi, j'ai encore eu quelques retours de clients qui me demandent s'ils peuvent demander à leurs salariés de signer une décharge avant de venir travailler en disant si vous tombez malade, ce n'est pas ma responsabilité. Évidemment, ça n'a aucune valeur puisque cette obligation de sécurité est une obligation de sécurité de résultat. Alors, télétravail, respect des gestes barrières et des distances de sécurité lorsque la continuité de l'activité est possible. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque l'activité ne peut plus fonctionner et on va passer au sujet relatif à l'activité partielle. L'activité partielle, c'est un système là aussi de droit commun, c'est un régime qui existe depuis maintenant des années, qu'on appelle assez communément chômage technique, qui s'appelait auparavant chômage partiel et qui a fait l'objet d'une réforme il y a un certain nombre d'années, en 2013 notamment, et qu'on appelle donc aujourd'hui activité partielle. L'activité partielle, ça consiste à observer qu'il y a une réduction d'activité qui va engendrer soit une réduction du temps de travail. Concrètement, j'ai un salarié à 35 heures à qui je n'ai pas suffisamment de travail à donner et donc il ne va plus travailler qu'une vingtaine d'heures par semaine. Ou alors à une suspension totale de l'activité, c'est-à-dire que mon même salarié à 35 heures, eh bien maintenant il n'a plus de travail du tout, il reste chez lui avec un horaire à 0 heure. L'activité partielle peut être mobilisée pour faire face à des problématiques liées à la conjoncture économique, à des problématiques de travaux, de mesures urgentes de remise en sécurité, etc., etc. Et ce régime-là a été, entre guillemets, détourné, utilisé pour faire face à la crise du Covid-19, puisque cette épidémie de coronavirus est devenue un cas de recours en ce moment à l'activité partielle. Alors, qui est éligible? Tous les salariés, quelle que soit la nature du contrat, les CDI, les CDD, les intérimaires, les apprentis, y compris les salariés en forfait jour qui bénéficient de modalités spécifiques de décompte du temps de travail. Notez que les mandataires sociaux, donc les dirigeants d'entreprise, ne sont pas éligibles à l'activité partielle, sauf s'ils ont, en plus de leur mandat, un contrat de travail. Faites attention là-dessus, pour ceux qui seraient éventuellement présidents de SAS, à ne pas confondre le fait d'avoir un contrat de travail sur des fonctions techniques distinctes avec le fait de relever du régime général. Un président de SAS, il cotise à la sécurité sociale, il paye ses cotisations à l'URSSAF, il ne les paye pas auparavant au RSI. Donc, un président de SAS qui n'a pas de contrat de travail, il n'est pas éligible à l'activité partielle. D'accord ? Donc, ne confondez pas ces deux points-là. Qu'est-ce qui est pris en charge au titre de l'activité partielle ? Le salarié qui bénéficie de l'activité partielle va avoir droit à une indemnité égale à 70% de sa rémunération horaire brute, la rémunération étant plafonnée à 4,5 SMIC. Et cette indemnité horaire qu'il va percevoir ne peut pas être inférieure à 8,03 €, ce qui correspond au net à peu près pour les salariés payés au SMIC.
Faites attention à vos conventions collectives. Il est possible que des obligations supralégales aient été prévues par accord de branche. Je pense par exemple à la convention collective Syntec, Bureau d'études techniques, qui prévoit un complément de rémunération au-delà de ce minimum légal. Comment ça se passe concrètement? Eh bien, c'est l'employeur qui va calculer sur les bulletins de salaire le montant de l'allocation d'activité partielle, qui va en faire l'avance aux salariés et qui va ensuite se faire rembourser par l'agence de services et de paiement. Combien de temps est-ce que ça fonctionne? Le dispositif a été aménagé dernièrement pour pouvoir s'appliquer pour une durée initiale de 12 mois. On était à 6 mois auparavant. Donc 12 mois avec évidemment des renouvellements possibles. Juste faites attention dans vos demandes éventuelles d'activité partielle en ce moment. Si vous voulez faire une demande au motif de la crise coronavirus, vous ne pourrez pas aller au-delà d'une demande. Vous ne pourrez pas faire votre demande au-delà du 30 juin. Vous risquez de vous prendre un refus de la directe. Donc, soyez prudents. Moi, je préconise 31 mai, 30 juin. Je pense que d'ici là, on sera sorti du confinement et vous ferez des renouvellements de demande le cas échéant. D'accord ? Comment ça fonctionne au niveau de la mise en œuvre de cette activité partielle? On a un système rétroactif qui a été mis en place par le gouvernement à titre dérogatoire. Le principe jusqu'à présent, c'était que la demande d'activité partielle devait être préalable à la mise en œuvre de l'activité partielle. Là, vu l'urgence et vu le délai très court dans lequel le confinement a été mis en œuvre, on autorise les entreprises à faire une demande auprès de la directe pour bénéficier de l'activité partielle a posteriori. Donc, admettons, on va prendre le cas classique de beaucoup d'entreprises qui se sont mises en activité partielle dès le 16 ou le 17 mars. Elles ont 30 jours, soit jusqu'au 16 ou 17 avril, pour formuler une demande de prise en charge auprès de la directe. Vous verrez sur cette slide qu'il y a la procédure de consultation éventuellement du comité social et économique. Je ne rentre pas dans le détail, parce que ça concerne des entreprises un peu plus grandes. Si vous avez besoin, vous pourrez vous y référer ou me contacter par la suite. Je vous ai mis enfin une petite présentation des cas d'éligibilité à l'activité partielle, car il va falloir, dans vos demandes d'activité partielle, justifier des raisons pour lesquelles vous allez mobiliser ce dispositif. Et donc, vous verrez que concrètement, il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter. Soit vous aviez une activité commerciale, ou en tout cas une activité supposée accueillir du public, et vous êtes dans les arrêtés de fermeture des 14 et 15 mars, donc vous ne pouvez plus fonctionner et vous devenez éligible à l'activité partielle. Si vous êtes sur une activité qui peut continuer, qui n'est pas visée par les arrêtés de fermeture, la question que vous devez vous poser, c'est de savoir si la crise coronavirus a une incidence sur votre activité économique. Est-ce que vous avez une baisse du chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez une baisse de fréquentation de clients? Est-ce que vous avez un arrêt des commandes brutal ou en tout cas progressif? Comment est-ce que vous allez, d'un point de vue économique, caractériser les impacts du coronavirus sur votre activité, sur l'activité de l'entreprise et sur vos résultats prévisibles? S'il y a un impact, vous êtes éligible à l'activité partielle. S'il n'y en a pas, il n'y aura pas d'éligibilité à l'activité partielle. Reste le dernier cas, à savoir la question de savoir si vous pouvez ou non mettre en place les gestes barrières dont on a parlé tout à l'heure. Et vous voyez que, in fine, une entreprise qui n'est pas en capacité de préserver la santé et la sécurité de ses salariés, elle pourrait faire une demande de bénéfice de l'activité partielle. Je vais vous inviter à être relativement prudent sur cette approche et à vous concentrer plutôt sur le deuxième motif, à savoir le fait de caractériser un impact sur l'activité économique de l'entreprise du fait de cette crise coronavirus. On va finir avec la problématique de la gestion des absences et on va parler de 3 sujets principaux. D'abord, les absences liées à la garde d'enfants. On va ensuite parler du droit de retrait et puis enfin, on verra la gestion des congés payés, des RTT. Alors, s'agissant des absences pour garde d'enfants, c'est les fameux arrêts Amélie dont on entend beaucoup parler. Donc, vous savez que dès le début de la crise, il a été institué au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie un arrêt de travail que le salarié va finalement auto-déclarer. Puis maintenant, c'est l'entreprise qui fait la déclaration en direct sans avoir à passer par la classe de médecin. Donc, en fait, il suffit de se connecter sur le site, vous avez l'adresse déclare.amélie.fr pour pouvoir bénéficier d'un arrêt de travail du fait qu'on est contraint de rester à domicile car les établissements scolaires sont fermés et n'accueillent plus de jeunes enfants, du fait qu'on n'est pas dans une possibilité de télétravailler et que donc on n'est plus en capacité de se rendre à l'entreprise et que les enfants sont âgés de moins de 16 ans. Donc, c'est un arrêt qui est destiné à permettre aux salariés de garder leurs enfants. La durée de cet arrêt est de 21 jours. Notez que l'indemnisation se fait dès le premier jour d'arrêt de travail et au-delà, on est sur une indemnisation de droit commun. C'est-à-dire que vous allez avoir
des indemnités journalières de sécurité sociale qui seront versées par la CPAM et ensuite un complément de salaire versé par l'employeur dans la limite de ce qui est prévu soit par sa convention collective, soit par la loi. Donc, vous voyez ici que la gestion de ces absences-là, ces arrêts de travail, Amélie, laisse un reste à charge à l'employeur relativement important, à peu près la moitié de la rémunération, par rapport à l'activité partielle, dans laquelle l'État rembourse en intégralité à l'entreprise les indemnités qui ont été avancées aux salariés. Au-delà de ces arrêts de travail pour garde d'enfants, on entend beaucoup parler du droit de retrait en lien avec l'obligation de sécurité de résultat dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, la posture des salariés serait de dire vous, employeur, vous êtes garant de ma santé et de ma sécurité. Vous devez mettre en place les mesures qui me permettent, en l'occurrence, de ne pas être exposé au coronavirus. Et si vous ne le faites pas, je considère que je suis exposé à un danger et donc je me mets en situation de retrait. On va distinguer deux situations. La première, vous avez effectivement mis en œuvre les obligations relatives au respect des gestes barrières, relatives aux distances sociales. Et pour moi, le droit de retrait ne sera pas justifié. Ça veut dire que potentiellement, la rémunération du salarié sera suspendue et qu'il pourrait en plus faire l'objet d'une sanction disciplinaire, voire d'un licenciement. Je ne vais pas vous inviter en ce moment à mettre en œuvre des procédures disciplinaires, voire des procédures de licenciement. Je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée d'aller au contentieux dans quelques mois sur ce type de sujet. À mon avis, on ne sera pas très bien accueillis. Donc, si vous avez mis en œuvre les mesures de sécurité, le droit de retrait ne tient pas la route et à minima, le salarié ne sera pas rémunéré. À charge pour vous d'essayer de réinstaurer le dialogue avec lui pour le convaincre qu'il peut venir travailler en toute sécurité. Le deuxième cas, c'est celui dans lequel vous n'avez pas mis en œuvre ces gestes et ces mesures de sécurité. Et là, par contre, le droit de retrait pourrait s'avérer justifié. Et je ne peux que vous inviter à vous conformer à vos obligations et à respecter votre obligation de sécurité. Dernier sujet, c'est la gestion des congés payés, des jours de repos, du temps de travail et autres jours dont bénéficient les salariés. Les dernières ordonnances ont prévu des dispositifs qui permettent aux entreprises de favoriser la prise des congés payés. En principe, pour demander à un salarié de prendre ses congés payés, il faut respecter un délai de prévenance de 1 mois. Ici, par accord d'entreprise ou par accord de branche, on peut imposer la prise de 6 jours de congés payés maximum à condition de respecter un délai d'1 jour franc. Vous voyez également qu'il est possible de demander aux salariés de mobiliser les droits éventuellement épargnés sur un compte épargne-temps dans la limite de 10 jours. Et puis, on a également des dispositions qui vont permettre aux entreprises de mobiliser les RTT avec la possibilité d'imposer aux salariés la prise de RTT, la prise de jours de repos ou la prise des jours non travaillés dans le cadre des conventions de forfait en jours. Et cette fois-ci, vous n'avez même plus besoin d'accord collectif. Donc, vous le voyez, il y a quand même un certain nombre de dispositions qui sont en cours d'aménagement et qui sont en cours d'être adoptées. Voilà un certain nombre de sujets qui sortent. Je vais finir par un peu de réponse de Normand. Je dois vous dire que ce sujet est extrêmement instable, qu'on a des ordonnances qui sortent quasiment tous les jours, avec des décrets qui sortent quasiment tous les jours. On a un projet d'ordonnance qui est paru hier sur les représentants du personnel. Ce projet d'ordonnance vient corriger l'ordonnance qui est sortie vendredi sur la question des congés. De même, on a beaucoup d'incertitudes sur le calcul des allocations d'indemnité d'activité partielle. Donc, vous devez prendre tout ce dispositif avec beaucoup de prudence. Mon conseil, c'est de vous faire accompagner par un conseil spécialisé, par éventuellement un expert comptable, mais vraiment, n'y allez pas seul parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui sont notamment précipitées sur l'activité partielle et qui aujourd'hui essuient des refus de la part des directs parce qu'on est allé trop vite, parce qu'on a mal mesuré les salariés couverts, parce qu'on a mal mesuré la période de prise en charge, etc. etc. Donc, sujet assez mouvant et sur lesquels vous devez vraiment avoir une vision bien large. Voilà, donc ce support sera à votre disposition et il pourra vous être diffusé sans difficulté. Merci de votre attention. Merci Diane. Voilà, donc je reprends la main 2 secondes pour les questions, Diane. Alors, on va commencer par celle de Stéphane, si tu veux bien. Donc, Stéphane se pose une question sur les salariés qui sont au forfait jour. Est-ce qu'ils sont éligibles au chômage technique partiel? Parce qu'il a lu a priori que non. Et donc, pour eux, c'était soit du 100% d'activité, soit 0. Alors, si oui, si ces gens-là sont bien éligibles au chômage partiel, quelles sont les modalités?
Alors, les salariés au forfait jour n'étaient effectivement pas éligibles historiquement à l'activité partielle, mais justement, l'ordonnance de vendredi dernier, du 23 mai, est venue ouvrir le champ d'application de l'activité partielle au forfait jour pour leur permettre d'en bénéficier. Alors, pour être tout à fait précise, auparavant, ils n'y étaient éligibles que si l'intégralité de l'entreprise était fermée. Là, on ouvre les vannes, ils sont normalement éligibles à l'activité partielle. Comment ça marche? Ils vont être déclarés comme les autres salariés. La seule particularité les concernant, c'est qu'il va falloir convertir une journée de travail en heures, puisque quand on fait une demande d'indemnisation au titre de l'activité partielle, on va demander à être remboursé d'un certain nombre d'heures chômées. Et là, on fait très simplement l'équivalence entre une journée égale 7 heures chômées, une demi-journée égale 3,5 heures chômées. Donc, on va raisonner non pas à l'heure, mais en journée ou en demi-journée. Et on va décompter comme ça le nombre d'heures pour lesquelles on va demander un remboursement, maintenir d'abord la rémunération du salarié dans les mêmes modalités, donc toujours 70% de la rémunération horaire brute. Et ensuite, on demande un remboursement à l'agence de services et de paiement. Ok, très bien. Alors, autre question d'Alexandre, ça me fait penser à des vidéos qui circulent en ce moment. Alors, il se pose la question du cas courant aujourd'hui, du parent qui télétravaille et qui doit en même temps garder ses enfants. Ainsi, il doit jongler entre son activité et les devoirs. Donc, bon, là, le résultat, c'est qu'il est efficient ni dans un cas ni dans l'autre. Quelles sont ses obligations vis-à-vis de son employeur? Est-ce qu'il a la possibilité de prévoir du temps partiel, par exemple, qu'on acte qu'il travaille 5 heures par jour? Alors, on peut tout à fait, de gré à gré, venir négocier un aménagement des horaires de travail ou en tout cas mettre en place un peu d'activité partielle et un peu de télétravail, par exemple, si on est éligible à l'activité partielle. Mais oui, on peut venir aménager la durée de travail pour tenir compte du fait que le salarié étant à domicile avec ses enfants, il n'est pas en capacité de produire une journée de travail normale. Moi, j'ai envie de poser le problème dans l'autre sens. La question qu'il faut se poser, c'est plutôt ce que peut faire un employeur face à un salarié qui n'est pas tout à fait opérationnel en cette période. Et là, ma réponse, ce ne sera pas grand-chose. Là encore, je vais vous redire la même chose que pour le droit de retrait. Je pense qu'il va falloir être très prudent sur l'exercice du pouvoir disciplinaire pendant cette période de crise sanitaire. Ok. Michael nous dit qu'après avoir incité au télétravail et à l'activité partielle, on voit en ce moment que c'est plutôt mis en avant le fait de relayer, et c'est relayé par la presse, que le télétravail ne peut pas se combiner avec de l'activité partielle. Dès lors, s'il y a une réduction d'activité, il est nécessaire de se mettre en suspension d'activité pour éviter tout risque. Alors, quels sont vos conseils, quels sont tes conseils sur ce point qui doit du coup concerner pas mal de startups? Ce dont on entend beaucoup parler dans la presse, c'est la situation d'entreprises qui ont mis en œuvre l'activité partielle à 100% pour leurs salariés et qui en même temps leur demandent de continuer à travailler. Donc, autrement dit, le salarié me fournit un travail pour lequel je ne le rémunère pas et c'est l'État qui va l'indemniser au titre d'une activité partielle à 100%. C'est ça qui est interdit parce que c'est du travail dissimulé et que ça va effectivement revenir à faire supporter à la collectivité, parce que l'activité partielle, n'ayez pas d'inquiétude, va être financée par nos impôts. In fine, c'est nous qui allons le financer. Donc, ce qui est interdit, c'est de faire supporter à la collectivité le coût d'une rémunération, alors qu'en fait, le salarié est encore en capacité de travailler. Ça n'est pas la même chose que de dire « je considère que vous pouvez télétravailler, je considère que l'activité à laquelle on fait face aujourd'hui me permet de vous occuper à raison de 50%, donc vous me fournissez du télétravail à raison de 50% de votre temps de travail, et au-delà, je vous place en activité partielle. » Et donc, ce qu'il faudra, c'est qu'il y ait une concordance entre le nombre d'heures chômées, indemnisées au titre de l'activité partielle et le nombre d'heures réellement travaillées par le salarié. Ok. Dimitri se demande si on peut s'attendre à un changement à faire au niveau du document unique. Alors, on a dit effectivement que pour assurer le maintien de l'activité, il faut mettre en place les mesures de sécurité, mettre en place les distances sociales, etc., etc. Ça suppose effectivement de réviser son document unique d'évaluation des risques pour tenir compte des risques professionnels spécifiques liés à cette crise coronavirus. Donc effectivement, tout ce que vous allez mettre en place peut ou doit d'ailleurs donner lieu à l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques révisé. Au-delà même, je conseille à mes clients de mettre en place ce qu'on appelle un plan de continuité de l'activité qui va passer en revue toutes les conséquences de cette crise d'un point de vue économique, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue hygiène et sécurité et va permettre de mettre en face les bonnes réponses et du coup d'aller mobiliser les bons outils et les bons documents.
Ok, très bien. Charlotte nous demande si l'égalité de traitement entre salariés est bien respectée finalement dans le cas de salariés qui sont en arrêt garde d'enfants et de salariés qui sont en activité partielle, puisque du coup, il y a une différence d'indemnisation. Alors, à mon sens, la problématique de l'égalité de traitement ne se pose pas, puisque le principe à travail égal, salaire égal, c'est qu'il y a un travail égal, une situation égale. Donc, on peut, à mon sens, pas comparer la situation d'un salarié qui pourrait continuer à travailler, mais qui reste à son domicile parce qu'il doit garder ses enfants du fait de la fermeture des écoles, avec la situation d'un salarié qui, lui, n'a plus d'activité parce que son entreprise est visée dans la liste des activités fermées ou subit une baisse économique et ne peut non plus lui fournir un niveau d'activité suffisant. Pour moi, il y a deux sujets différents et donc la problématique de l'égalité de traitement ne se pose pas. Il faut faire attention à ne pas avoir l'impression qu'on donne le choix aux salariés entre un arrêt garde d'enfants, de l'activité partielle, du chômage partiel, la prise des congés. Il n'y a pas de choix. Concrètement, moi, entreprise, soit j'ai du travail à fournir et je vais demander à mes salariés de venir travailler ou de se mettre en télétravail. À charge pour eux, s'ils ne peuvent pas venir parce qu'ils doivent garder leurs enfants, de demander à bénéficier d'un arrêt Amélie. Soit je suis une entreprise qui n'a plus d'activité ou plus assez pour occuper mes salariés et je vais les placer en activité partielle. Mais il n'y a pas de choix entre les deux. Et ce n'est pas le salarié qui choisit d'être en activité partielle ou d'être en garde d'enfants ou d'être en télétravail. Ça, c'est une décision organisationnelle de l'entreprise qui découle de l'analyse de l'activité au regard notamment du plan dont je vous parle. Bien, alors Clément, justement, pour les conditions de travail pour un salarié qui serait à son domicile, si les conditions de télétravail sont impossibles pour lui, parce que par exemple sa connexion Internet est trop faible, bon, il n'a pas de téléphone, des difficultés pour communiquer, est-ce que l'employeur peut lui faire un justificatif de déplacement professionnel pour qu'il aille faire du télétravail chez un autre collaborateur, un de ses collègues? Du point de vue droit social, ça me semble tout à fait possible. Du point de vue du respect des règles de confinement, je ne suis pas sûre que ça marche, ça, très honnêtement. Je ne pense pas que ça donne. Voilà, je ne peux pas garantir que ça ne donnerait pas lieu à une amende en cas de contrôle des forces de l'ordre. Donc, voilà. Après, on pourrait imaginer une attestation pour permettre au salarié de se rendre à son bureau, cette fois-ci, et d'aller travailler sur son lieu de travail normal. Ça, par contre, c'est tout à fait possible. Ok, très bien. Question qu'une start-up m'avait posée après, c'était plutôt une remarque. Il me disait finalement, on a senti une inflexion au niveau de la directe et des directs en général entre le tout début où on ne va pas dire que c'était quasiment automatique l'enregistrement, mais et aujourd'hui où finalement ils sont beaucoup plus regardants sur ce que tu disais au tout début. Finalement, est-ce que vous avez vraiment tout mis en œuvre pour en arriver là et non pas, bon oui, vous voulez du chômage partiel, voilà le formulaire. Alors, il y a effectivement des mouvements d'accordéon et ce n'est pas fini. Des revirements, à mon sens, on va en avoir d'autres. Il est clair que la première semaine ou les premiers jours, en tout cas, entre le 16 et le 20 mars, le mot d'ordre était « mettez-vous massivement en activité partielle, tout le monde y a droit et ne soyez pas trop regardants ». Et que depuis, on a eu un petit revirement avec quelques refus des directs qui sont quand même venus un petit peu rationaliser tout ça. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut avoir une approche prudente sur la situation dans le sens où, comme je vous le disais, les textes et les positions et les déclarations changent tous les jours. Et puis surtout, géographiquement parlant, ça peut bouger d'un endroit à un autre. À savoir que moi, j'interviens sur les départements 84, 13, 30, 34 et ainsi de suite. Et je vois que déjà que la position de la directe du Vaucluse n'est pas la même que la position du direct de l'Hérault. Et dans le Vaucluse, on a plutôt une position très souple de dire allez-y, faites vos demandes, on les acceptera. En Occitanie, c'est beaucoup plus serré. Donc, géographiquement, il peut aussi y avoir des différences de traitement et des mouvances. Ce que l'on peut dire, à mon sens, et c'est pour ça que je vous ai bien remis les cas d'éligibilité, c'est que de toute façon, si vous faites une demande de prise en charge au titre de l'activité partielle, on va vous demander de justifier votre demande. Donc, je vous renvoie à la slide que je vous ai présentée. Je suis sur une activité qui doit fermer au titre des arrêtés, ou alors j'ai une activité qui est impactée par la crise coronavirus et je vais en justifier. Voilà. Mais ce n'est pas open bar, concrètement. Ok, très bien. Alors, un cas très particulier d'un employeur qui est un salarié en CDI qui était en période d'essai depuis 2 mois. Oui. Bon, au-delà de tout ce qui se passe, il n'était déjà pas certain de sa performance avant le confinement.
Indépendamment de ça, il va devoir le mettre en chômage technique 100% de son temps à partir du 15 avril, Oui. Au plus tard, faute d'une charge de travail suffisante. Est-ce que ça va suspendre le décompte de sa période d'essai? Oui, en principe, la période d'essai se décompte en temps de travail effectif. Donc, effectivement, si la période d'essai n'est pas expirée au moment où commence l'activité partielle totale, ça suppose bien une activité partielle à 100%, à ce moment-là, la période d'essai sera suspendue et recommencera à courir après la fin de l'activité partielle. Et effectivement, je vais ouvrir une parenthèse, ce n'est pas la question qui est posée, mais attention, beaucoup de clients m'ont demandé s'ils pouvaient rompre les périodes d'essai du fait de la crise. Là, la réponse est non. Les seuls cas de rupture d'une période d'essai, c'est parce qu'on considère que le salarié ne présente pas des aptitudes professionnelles pour occuper le poste. Là, dans ce cas-là, si l'employeur a déjà pu apprécier que le salarié ne donnait pas satisfaction et si on a un minimum de traçabilité pour éviter de se voir reprocher au contentieux qu'on a rompu la période d'essai du fait de la crise Covid-19, on peut imaginer une procédure de rupture de la période d'essai sans passer par la case activité partielle. Mais encore une fois, il faudra être prudent pour pouvoir bien justifier que ce n'est pas en lien avec la crise qu'on a rompu la période d'essai. Patrick, je prends la parole 2 secondes parce que j'ai une Oui. question de l'extérieur. Une startup qui me dit en tant qu'employeur, j'ai demandé le chômage partiel qui m'a été accordé, mais aujourd'hui, mes employés, j'ai besoin de les refaire travailler. Comment est-ce que je fais pour revenir en arrière sur cette demande? Alors, on n'est pas obligé de revenir en arrière sur la demande. La demande, elle se fait en 3 temps. Hein. Si on rentre vraiment dans la technique, il y a 3 étapes pour pouvoir bénéficier de l'activité. La première, c'est de se connecter sur les espaces en ligne, hein, sur le site dématérialisé et de demander l'ouverture d'un espace dématérialisé. À la suite de cette demande, vous allez recevoir des identifiants. Avec ces identifiants-là et avec le mail d'habilitation qui va vous être envoyé en parallèle, vous allez pouvoir vous connecter sur votre espace dédié et faire une demande générale de mise en œuvre de l'activité partielle. Et dans un 3e temps, vous allez ensuite faire des demandes d'indemnisation auprès de l'Agence des services et des paiements. Donc là, j'imagine que cette entreprise-là, elle en est à l'étape 2, c'est-à-dire qu'elle a fait sa demande générale d'activité partielle et elle va se rendre compte à la fin du mois que finalement, elle n'a pas mobilisé l'activité partielle et que ses salariés n'auront pas chômé d'heures. Ce n'est pas grave, elle ne fera pas de demande d'indemnisation. Et à la fin avril, elle se posera la même question à nouveau, à savoir, est-ce que j'ai eu de l'activité partielle ou non sur tous mes salariés, sur quels salariés, dans quelle proportion, et à ce moment-là, elle formulera ou non une demande d'indemnisation. Donc, c'est vraiment un système de demande préalable et ensuite d'indemnisation au réel. Donc, même s'il y a une différence entre ce que j'ai demandé et ce que j'ai effectivement consommé, ce n'est pas grave. Il vaut mieux taper un peu plus large, finalement. Ce n'est pas très gênant. Alors justement, sur le plan pratique et sur la demande de chômage partiel, Francine nous dit beaucoup de bugs sur le site dédié à ces demandes, tu l'as vu. Oui. Les justificatifs ne pouvaient pas y être logés. Le délai de 48 heures étant passé, ce qui suppose, en l'absence de réponse, une acceptation de la demande de chômage partiel. Quand et comment fournir les justificatifs? Alors, les justificatifs, effectivement, il y a eu beaucoup de bugs. Le site a été complètement saturé dans les premiers jours. Ensuite, il y a eu des bugs techniques pour inclure les modifications dans le régime de l'indemnisation, etc., etc. Donc oui, je sais que ça a été la croix et la bannière pour pouvoir se connecter. J'ai moi-même fait demande la nuit à 3 heures du matin pour certains de mes clients et j'ai beaucoup d'entreprises qui ont aussi fait de l'activité partielle en nocturne. Donc, j'en conviens, ça a été très compliqué et ça n'est pas fini à mon sens. La question des justificatifs, en fait, elle vient du fait que le site n'est pas très explicite sur ce sujet-là et en fait, on arrive à produire les justificatifs quand on s'assure que le nom du document correspond bien au nom que l'on va renseigner dans le formulaire de l'activité partielle. Donc, si vous avez un document qui s'appelle, si on parle de la consultation du CSE, procès-verbal CSE 20 mars 2020, il faut que le nom du justificatif que vous allez renseigner dans le champ sur le site soit exactement le même que le titre du document. Déjà, c'est aussi l'une des raisons du bug. Ensuite, quand et comment produire les justificatifs? Moi, là-dessus, j'ai envie de vous dire, vous avez une autorisation implicite de bénéficier de l'activité partielle. Soit vous les envoyez par mail à la directe, soit vous attendez que la directe vous sollicite, soit vous réessayez de rentrer sur la demande d'autorisation pour charger les documents. J'ouvre une parenthèse sur cette notion de demande implicite. Effectivement, la directe a aujourd'hui 48 heures pour se prononcer sur une demande d'activité partielle. Soit elle dit non, c'est non, et on peut éventuellement faire une nouvelle demande.
Soit elle dit OK et elle va vous donner vos codes secrets pour ensuite faire une demande d'indemnisation, soit elle ne vous répond pas et sous 48 heures, on a cette fameuse validation implicite et vous allez quand même devoir recevoir par la suite un mail qui vous confirme que vous avez une validation implicite et qui vous donne vos identifiants, le code secret permettant de demander l'indemnisation des heures chômées. Donc faites attention, il y a encore une étape après l'expiration du délai de 48 heures. Ok. Question d'un anonyme. Alors, attends, pardon, excuse-moi, je remonte. Comment éviter d'être en défaut vis-à-vis d'un futur salarié qui attend une autorisation de travail auprès de la directe si on souhaite annuler le recrutement en raison de la baisse d'activité sans avoir de problème avec la directe pour lui avoir laissé le temps de délivrer l'autorisation de travail? Est-ce que c'est clair ou je te la repose? Ce n'est pas très clair, mais je pense que j'ai à peu près cerné le problème. Je vais donner une réponse et puis éventuellement l'anonyme nous dira si ça correspond bien à sa problématique. Ça semble évoquer les demandes de certains clients qui avaient signé des promesses d'embauche, voire des contrats de travail qui devaient commencer pendant la période-là avec une entreprise qui est en activité partielle. La question est, est-ce que la crise me dispense d'embaucher de poursuivre les recrutements qui étaient déjà finalisés? Et là, la réponse est non. Je ne peux pas unilatéralement me délier d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail qui est signé. Il faut l'accord du salarié. Si j'ai l'accord du salarié, il n'y a pas de difficulté. On va le formaliser, on va avoir un échange de courrier ou un avenant au contrat de travail, mais on va écrire le fait que les parties, l'employeur, le salarié, sont d'accord pour ne pas réaliser l'embauche. Si on n'a pas d'accord du salarié, on n'a pas d'autre choix que de réaliser l'embauche et tout de suite placer le salarié en activité partielle. Est-ce que ça répond à la question? Il n'y a pas d'autorisation. Alors, après, par rapport à l'autorisation de la directe, je ne vois pas bien le lien. Écoute, je surveille le chat. Si jamais ça ne répond pas, on va nous le dire. Autre question. Voilà. Si le salarié nous demande de saisir un arrêt pour garde d'enfant alors que son service est en activité partielle, est-ce que l'arrêt pour garde d'enfant n'a pas lieu d'être du coup? Même question pour un arrêt maladie lié aux pathologies à risque. Pour moi, l'arrêt n'a pas lieu d'être. Pour moi, encore une fois, ce n'est pas un choix du salarié. Et l'arrêt pour garde d'enfant ou l'arrêt pour que le salarié qui est immunodéprimé puisse rester chez lui, il n'a de sens que si l'activité se poursuit. Ok, très bien. Alors, l'auditeur anonyme du coup nous dit c'est exactement le problème qui se pose, mais le salarié n'est pas français. Donc la question, c'est la délivrance des titres de travail par l'autorité administrative. Voilà, c'est pour cette raison qu'il y a une procédure de demande d'autorisation de travail, effectivement. D'accord, je comprends mieux. Alors, il est certain que si le salarié ne justifie pas à la date de l'embauche des titres de travail, on ne l'embauche pas. Ça, c'est très clair. Coronavirus ou pas coronavirus. D'accord? Donc, de toute façon, on attend la délivrance du titre de travail. Et je suis en train de réfléchir, mais je ne pense pas que les délais de délivrance des titres soient suspendus par les ordonnances qui ont été adoptées la semaine dernière. Là, très honnêtement, à mon sens, la meilleure chose, c'est de se rapprocher de la directe pour leur poser la question et pour savoir dans quelle mesure on pense que le salarié pourra se faire délivrer son titre de séjour. Mais de toute façon, l'embauche est conditionnée au titre. Si la condition n'est pas remplie, l'embauche ne peut pas avoir lieu. Très bien. Concernant le dispositif du report du paiement des charges sociales, est-ce qu'il doit être justifié par des documents précis? Pas que je sache, il me semble que sur le premier mois, en tout cas, il suffisait de faire un mail à l'URSSAF pour demander le report des charges. Et ça va être la même chose pour les échéances qui vont courir à partir du 15 avril. On est sur des dispositifs qui ont été largement relayés par les URSSAF dans les départements. Donc, pour moi, il n'y a pas de justificatif à fournir. N'hésitez pas à vous rapprocher des organisations patronales sur ce sujet-là qui pourront vous mettre en relation avec les interlocuteurs dédiés auprès des différents organismes sociaux ou fiscaux. Ok, merci Par Diane. contre, j'ouvre juste une précision. De mémoire, le report des charges, il n'est pas automatique. Il faut en faire la demande. Il n'y a pas de justificatif, mais il y a un mail à faire pour pouvoir en bénéficier, il me semble. Diane, peut-être juste une dernière question. Merci pour toutes ces précisions qui sont très claires. On demande en général à nos experts s'ils peuvent nous rediriger vers un endroit où les informations sont actualisées et bonnes, au-delà d'être mises en relation avec vous, peut-être sur les informations généralistes. Vous, c'est quoi votre recours?
Le plus simple en ce moment, c'est travail.emploi.gouv, le site du ministère du Travail, qui recense chaque jour presque les circulaires questions-réponses et les différentes notes sur le sujet. Voilà, site du ministère du Travail ou site travail-emploi.gouv, ça me semble être le mieux, puis au moins on est sur la source directement gouvernementale. Attention aux rumeurs, aux bruits qui courent, aux fake news de tous bords. Je ne citerai pas de profession en particulier ou d'ordre en particulier, mais on voit circuler beaucoup de fausses informations. Donc effectivement, voilà. Je vais faire un peu de pub pour mon cabinet. Nous, on a mis en place un système de veille juridique sur tous ces sujets-là. On sort en moyenne 3 à 4 alertes par semaine sur l'ensemble des textes qui sont l'ensemble des évolutions. Donc, pour ceux qui le souhaitent, il suffit de m'envoyer votre adresse mail. Je la rentre dans ma base de données et vous pourrez bénéficier de l'ensemble de cette documentation. Diane, en tous les cas, tu as prouvé qu'on pouvait être en télétravail et être très efficace. Bon, là, le dessin animé, a priori, est fini, ce qui fait que tu as un petit débordement à gérer. Je voulais juste te dire un grand merci, te relayer aussi les remerciements des participants que je vois passer sur le chat et effectivement dire que le cabinet PVB Avocat édite des documents de veille qui sont bien fichus. Nous, on les relaie aux startups ici à Montpellier, voilà, plutôt que de se perdre dans X sites et pas savoir ce qui est vrai, faux, périmé, etc. Voilà, merci beaucoup Diane, merci à l'ensemble des participants. On vous souhaite bon courage à tous pendant cette période qui n'est pas simple. Et puis, à très bientôt dans une phase un peu plus normale. Merci à tous. Yes, merci à tous. Merci beaucoup, Diane. N'oubliez pas du coup ce rendez-vous quotidien de 14h pour aborder vos problématiques et n'hésitez pas à nous remonter les problématiques que l'on peut aborder dans les prochains webinaires. Merci du coup au village BCA Languedoc et puis bravo Diane pour cette intervention très claire. Effectivement, comme le dit Patrick, on a énormément de merci sur la partie conversée. Voilà, merci à tous. Passez une très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.